Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème chaque lundi, c'est le thème américain avec ce quart d'heure américain hebdomadaire. Et nous retrouvons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, bienvenue, ravi de vous retrouver pour évoquer bien sûr les fronts ouverts par Donald Trump sur la question commerciale à nouveau, qui est plus qu'une question résiduelle, même si on a des trêves ici et là avec de grands pays comme la Chine. On a vu que les choses pouvaient à nouveau s'envenimer entre les États-Unis et l'Europe, même si effectivement le calendrier initial est toujours sur la table, à savoir une trêve et une marge de négociation jusqu'au 9 juillet entre les États-Unis et l'Europe. Avec cette question, Pierre-Yves, qu'est-ce qui peut alimenter un deal entre les États-Unis et l'Europe ? Je crois qu'un des éléments fondamentaux de l'accélération, pour ne pas dire du véritable démarrage de cette négociation, serait un changement d'attitude de l'Union européenne dans son approche de la négociation. Donald Trump ne cherche pas à négocier un accord commercial qui ressemblerait aux accords commerciaux qu'il a négociés avec le Canada ou le Mexique, par exemple, qui nécessiterait l'approbation du Congrès, des longues périodes de ratification en Europe, des amendements possibles de la part du Congrès. Non, il veut présenter un deal à l'opinion MAGA, un deal qui soit vendable et qui lui permette de démontrer qu'il a obtenu rapidement quelque chose que ses prédécesseurs ne pouvaient jamais obtenir. Et il veut mettre dans ce deal toutes sortes de considérations qui échappent aux négociateurs commerciaux envoyés par Bruxelles et qui font que du point de vue américain, les choses n'avancent pas, voire ne commencent pas. Par exemple, Donald Trump considère que l'Union européenne, d'une manière générale, est une construction anti-américaine qui a permis aux Européens de faire payer par les États-Unis leur défense militaire pendant que les Européens fabriquaient des Mercedes pour inonder le marché américain et des Airbus et des sacs Vuitton. Et il veut casser cette situation, quitte à mettre dans le panier d'une négociation commerciale des éléments qui n'ont rien à voir avec le commerce, comme les dépenses militaires, comme la réglementation antitrust des géants de la technologie, comme la taxation des sociétés multinationales, autant de portefeuilles qui ne sont pas directement de la responsabilité du Slovaque, éminent bureaucrate européen, qui a tout de même été formé à Moscou, dans une université, a étudié le marxisme-léninisme, s'est illustré à Bruxelles avec le Green Deal dont maintenant Ursula von der Leyen veut se dégager, et qui est un étrange animal à mettre en face de la négociation, de l'autre côté de la table, face à un Scott Bessent qui, lui, a travaillé pour Soros et a cassé la Banque d'Angleterre. C'est vraiment la carpe et le lapin qui essayent de parler et de négocier, et pour le moment, ils n'ont pas beaucoup avancé. Donc si on veut que ça avance, il faut que les Européens comprennent que la nature du deal que recherche Donald Trump est totalement différente de ce qui a été fait dans le passé. Ça tombe bien, parce que Marco Sefcovic, en l'occurrence, ce commissaire européen qui mène ces négociations au niveau technique, est peut-être en train de passer la main à Ursula von der Leyen. Ursula a parlé à Donald dimanche soir. Et pour la première fois, Donald Trump a parlé d'Ursula von der Leyen. Voilà, peut-être que la nature de l'échange est en train de changer et que les Européens ont intégré le fait que le type de deal que recherche Donald Trump n'est pas un accord purement commercial au sens traditionnel du terme, et qu'il veut traiter de tous les problèmes transatlantiques en injectant bien sûr d'importants éléments commerciaux, mais en abordant aussi d'autres choses. Un point essentiel qui agace énormément le Trésor américain et la Maison-Blanche, c'est la réticence des Européens de discuter avec les États-Unis, de faire front commun contre la Chine. Ouais. Il y a eu des ouvertures de la part de Bruxelles sur ce thème, mais elles sont extrêmement faibles. On note d'ailleurs que le négociateur commercial européen va rencontrer son homologue chinois dans quelques jours. Les Américains voudraient qu'il y ait un front commun et que les Européens disent « nous ne laissons plus rentrer les automobiles chinoises, électriques ou pas électriques, nous allons suivre les États-Unis sur toutes nos restrictions d'exportation ». Pour le moment, les Européens
ont peur de pratiquer ce genre de choses. Je notais par exemple, en allant consulter la liste des compétences du commissaire européen, qu'il figure encore le mot OMC. Les Européens s'accrochent à cette idée que l'OMC va édicter des règles du commerce international. L'OMC n'existe plus déjà dans la tête de Donald Trump. Les Américains veulent autre chose. Si on en vient au sujet budgétaire, Pierre-Yves, là, juste avant vous dans l'émission, des gérants, on évoquait évidemment la grande et belle loi budgétaire voulue par Donald Trump qui a passé l'épreuve de la Chambre des représentants en générant peut-être, 4 000 milliards de déficit au bas mot. Le gérant me disait, si la loi est validée en tant que telle par Donald Trump, si elle passe le Sénat sous cette forme-là, les taux, c'est pas à 5% qu'on verra sur le 30 ans, c'est 6% peut-être au minimum. Donc il va se passer quelque chose au Sénat, forcément, Pierre-Yves. Alors la marge de manœuvre des Républicains est faible, elle existe, mais elle est faible. Les Républicains sont doublement divisés. Ils sont divisés au sein de la Chambre haute. Ils ont 53 sièges. Les démocrates en ont 47. Je vérifie, c'est bien ça. Le type de procédure qui est employée pour les Républicains pour faire passer cette loi qui fait 1100 pages est une procédure qui, en gros, interdit aux démocrates de voter en sa faveur. Donc, il n'y a que des sénateurs républicains qui peuvent voter. Donc, les défections ne peuvent être que minimes. Ça, c'est la première partie de la division des républicains. Il y a au sein du Sénat des républicains qui pensent que la loi est trop dispendieuse, que la loi ne réduit pas suffisamment les dépenses, que la loi aggrave trop le déficit budgétaire. Et puis, il y a d'autres républicains qui pensent au contraire qu'on mord trop sur certaines dépenses sociales, que l'on veut aller trop vite dans la réduction des avantages fiscaux qui ont été accordés aux entreprises qui investissaient dans l'économie verte et qui donc font du rétropédalage. De l'autre côté, deuxième division des républicains, c'est que si les sénateurs républicains rognent trop certains éléments de cette loi, de l'autre côté, à la Chambre des représentants, eh bien, leurs collègues républicains ne vont pas les suivre. Parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes dans la minorité de la droite républicaine qui considèrent que cette loi est une horreur et ils ont été très réticents à l'adopter. Ça n'a été que par une voix de différence que Mike Johnson a pu convaincre ses collègues de voter cet énorme paquet. Alors, in fine, John Thune, le leader de la majorité républicaine du Sénat, va devoir contrôler ses troupes et Donald Trump va devoir réexpliquer de la manière la plus pédagogique qu'il peut que s'il n'y a pas un accord d'ici le 4 juillet, les républicains vont perdre la face. Parce qu'ils vont démontrer à l'opinion américaine qu'en dépit de leur majorité dans les deux chambres, ils sont incapables de gouverner. Ça laisse suffisamment de temps pour régler les choses telles que Trump le souhaite ? Cette marge ce délai jusqu'au 4 juillet, cette date fixée ? Il ne faut pas que ça traîne parce que ça ne vous aura pas échappé. Dans le cadre de ce projet de loi qui a été adopté à la Chambre, il y a toutes les grandes promesses électorales de Donald Trump en matière fiscale, exemption de la taxation des pourboires, exemption de la taxation des pensions de retraite de Social Security, toutes sortes d'augmentation des dépenses militaires, augmentation des dépenses pour le contrôle de la frontière, etc. Mais ces choses-là sont délicates du point de vue républicain. Et puis, il y a dans le paquet le relèvement du plafond de la dette. Bien sûr. Donc si les sénateurs traînent à s'entendre sur une nouvelle version de cette loi, le compte à rebours du plafond de la dette qui est enclenché risque de poser problème. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, l'a bien dit, il faut que l'histoire du plafond de la dette soit réglée mi-juillet. Parce qu'on s'attend à ce que fin juillet, début août, le Trésor ne soit plus en mesure de faire face à ses obligations s'il n'augmente pas ses encours de dette. Donc, double compte à rebours enclenché. Donald Trump a fixé la date du 4 juillet, la fête nationale, et il y a la date du mi-juillet pour le relèvement du plafond de la dette, sauf si ce plafond fait toujours partie de ce paquet de 1100 pages. Et au milieu de tout ça,
un accord commercial avec l'Union européenne, un deal comme vous dites. Pierre-Yves, tous les enjeux convergent début juillet effectivement côté américain. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans Smart Bourse pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.